Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors je vous souhaite la cordiale bienvenue pour ce salon du Général Dufour qui va nous entraîner dans une autre page des affaires napoléoniennes. Beaucoup d'entre vous connaissent Napoléon Ier, d'autres connaissent Napoléon III, mais entre deux, s'il y avait un 1 et un 3, c'est qu'il avait dû avoir un 2. Ce soir, pour savoir qui est l'Aiglon, fils de Napoléon, eh bien, nous allons recevoir Joël Cornu, qui est membre du souvenir napoléonien de Bourgogne-Franche-Comté. À ceux qui l'ont écouté l'année passée, préparez-vous parce que ça déménage. Donc je vous laisse 1h30 avec elle et je lui passe la parole. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à Marc pour cette introduction, ou cette pré-introduction, plus exactement. Franck est donc vice-président du comité de Côte d'Or de la Fondation Maréchal de Lattre. Il est aussi mon aide de camp, comme dit Olga. Il est aussi chauffeur. Il est diaporama man. Enfin, je ne vous dis pas les salaires qu'il touche. La conférence, c'est l'Aiglon, fils de Napoléon. Franck va vous présenter rapidement comment on est passé de la monarchie absolue à la Révolution et à l'Empire. Je vais lui laisser la parole pendant quelques minutes et je prendrai évidemment le relais pendant quelques longues autres minutes. Pourquoi une révolution? À la fin de 1788, la France subit une crise aux multiples visages. Mauvaise récolte, stagnation de l'activité économique, chômage, crainte de disette, insécurité, endettement très lourd et refus de privilégier noblesse et clergé, de se soumettre à l'impôt qui pèse uniquement sur le tiers-État. Le 5 mai 1789, Louis XVI convoque à Versailles les États généraux pour tenter de résoudre la crise financière. Les députés du tiers-État, Mirabeau en tête, qui demandaient des réformes, décident de réagir devant le refus du roi de les accorder. Le 17, avec certains nobles libéraux, dont le marquis de Lafayette, il se proclame Assemblée nationale, puis le 9 juillet, Assemblée nationale constituante, avec pour mission d'élaborer une constitution. Les protagonistes sont en 1 Louis XVI, en 2 Necker, en 3 Mirabeau et en 4 Lafayette. Sur la pression des privilégiés, le roi renvoie à son ministre des Finances Necker, favorable à des réformes. Necker, père de Madame d'Estel, est propriétaire du château de Copé. C'est un petit clin d'œil à la Suisse, mais... Les Parisiens en colère et inquiets se rassemblent déterminés pour se défendre, à prendre des armes là où elles sont, et elles sont à la Bastille. Prise de la Bastille le 14 juillet. Plus qu'une révolte, c'est une révolution qui bouleversera le monde. Le 3 septembre 1791, la France détient sa première constitution écrite. Mais, devant l'entrée en guerre de l'Autriche et de la Prusse, les révolutionnaires, de plus en plus radicalisés, rendent la famille royale responsable, la destituent et l'enferment au Temple après la prise des Tuileries le 10 août 1792, où 400 gardes suisses furent massacrés alors qu'ils défendaient Louis XVI, dont ils étaient les derniers fidèles. L'Assemblée est alors remplacée par la Convention qui vote la République, la première, le 21 septembre 1792. C'est ensuite la Terreur qui sera à l'ordre du jour. Sous l'impulsion de Robespierre et de ses partisans. Jugé et condamné, le roi est guillotiné le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette suivra le 16 octobre 1793. Victime de son système, Robespierre est guillotiné le 28 juillet 1794.
C'est la fin de la terreur. Un nouveau régime est mis en place par les modérés, le Directoire. Confronté à la corruption, à l'instabilité politique, à de grandes difficultés économiques, le régime tombe le 18 Brumaire en 8, soit le 9 novembre 1799. Suite au coup d'État d'un jeune général victorieux contre l'Autriche et ses alliés, brillant et ambitieux, Napoléon Bonaparte. Le consulat succède alors au Directoire. C'est le prélude de l'épopée napoléonienne. Marqué par la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804 et le couronnement de Napoléon le 2 décembre, marqué également et surtout par des réformes des institutions capitales, les masses de granit, mais aussi par de nombreuses guerres dont les dernières entraînent la chute de Napoléon, comme nous allons bientôt le voir. Merci. Donc l'Aiglon, le fils de Napoléon, et on peut mettre en sous-titre « De la gloire à Paris à la gloriette à Vienne ». Le 15 mars 1900, au théâtre Sarah Bernard, à Paris, qui est aujourd'hui le théâtre de la ville, eh bien, à cette date, est créée la pièce d'Edmond Rostand, L'Aiglon. L'Aiglon, surnom attribué au fils de Napoléon Ier à titre posthume, et que la pièce de Rostand a popularisé. La grande actrice, qui a à l'époque 56 ans, est travestie pour l'occasion, Sarah Bernard c'est une femme, et elle tient donc le rôle titre « C'est un triomphe ». Alors, voilà quelques photos. Je crois qu'il y en a encore. Voilà, il doit y en avoir encore une. Voilà. Sarah Bernard, donc, en Aiglon. Alors, cette date, si on peut dire, a marqué la fin du purgatoire populaire que le fils de Napoléon a connu jusqu'à la fin du XIXe siècle, au profit de son père, voire au profit de son cousin, Napoléon III. Les arts, la littérature, le cinéma vont alors s'emparer de l'enfant, puis de l'adolescent, comme je vais le faire devant vous, avec vous. Après l'incendie de Moscou, c'est en décembre 1812 que Napoléon rentre précipitamment de Russie, et on peut même dire pitoyablement. De cette campagne de Russie qui a commencé en juin 1812, il ne reste que quelques troupes de son immense armée au départ, et ces quelques troupes sont prisonnières des Cosaques et des glaces, comme vous le voyez sur la diapositive. Depuis des semaines à Paris, on ne sait pas quel sort a été réservé à l'empereur, et les nouvelles sont mauvaises, ou les rumeurs sont mauvaises. Cette situation, cet état de fait, a donné des idées à certains, parmi lesquels le général Mallet, que vous avez sur la photo. Le général Mallet est interné depuis 4 ans pour conspiration contre l'Empire, et il a conçu un plan de coup d'État avec des généraux jaloux, sans doute, avides de pouvoir, et qui répandent la nouvelle de la mort de l'empereur. Mallet réussit à s'évader le 23 octobre 1812, vers 3 heures du matin. Il est revêtu de son uniforme de général de brigade, comme vous le voyez là, mais à 12 heures,
À midi, le coup d'État est déjoué, Mallet sera arrêté et fusillé, ce que vous avez sous les yeux. Alors, c'est un peu grand guignolesque. Hein. Notre ancien président Jacques Chirac aurait dit abracadabrantesque. Hein. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, malgré ce côté un peu grand guignolesque, l'affaire a révélé la fragilité du régime. Napoléon, averti dès le 6 novembre, a dû constater avec dépit, voire affliction, que nul n'a songé à son fils, le roi de Rome, âgé, bien qu'à peine âgé de 18 mois, qui normalement aurait dû succéder à son père à l'annonce de la mort de son père. Donc à son retour, Napoléon ne cache pas sa colère et va le faire savoir. Et le principe dynastique dont il a rêvé et dont il rêve encore n'a pas été confirmé. Le fils de l'aigle, le futur aiglon, n'a pas été pris au sérieux. Il a été mis hors jeu dès ses 18 mois. Et le préfet Frochot, le préfet de Paris, enfin préfet de la Seine et de Paris, qui d'ailleurs est né à Dijon, hein, nous venons de Dijon, eh bien, Frochot aura le mot de la fin, si je puis dire. Ce diable de roi de Rome, on n'y pense jamais. C'est vrai. Revenons quelques années en arrière. Les ailes qui poussent, aiglon, les ailes qui poussent. Fin décembre 1809, vous le savez peut-être, Napoléon divorce officiellement de l'impératrice Joséphine, qu'il a épousée en mars 1796. Et en effet, Joséphine n'est pas parvenue à donner d'enfant à Napoléon. Pendant longtemps, Napoléon s'était cru stérile. Ça aurait pu être. Joséphine ayant eu 2 enfants de son premier mariage avec le vicomte Alexandre de Beauharnais. D'ailleurs, Alexandre de Beauharnais a été guillotiné pendant la Terreur en juillet 1794. Donc là, vous avez Joséphine en visite dans la prison de son mari avant qu'il ne soit guillotiné, et les 2 enfants, Hortense et Eugène. Mais attention, ce qui va précipiter les choses, c'est que des enfants naturels sont nés, des bâtards, si vous voulez. Ce qui prouve donc que Napoléon n'est pas stérile. Et en particulier, un enfant qu'il aura de Marie Walewska. Enfin, avant, il y a eu Éléonore Denuel de la Plaigne, qui va lui donner un enfant, le futur Charles Léon. Bon, alors, c'était pas Napoléon, on lui a donné la moitié du nom de Napoléon, Léon. Bon, oui, ouais, personne n'a été dupe. Alors, quant à Marie Walewska, elle a épousé en 1804 à 17 ans le comte Walewski, qui est un noble polonais, qui a 70 ans. Oui, pauvre petite, j'allais dire. Enfin, bon. Et elle va devenir la maîtresse de Napoléon, parce qu'elle voit en lui l'éventuel libérateur de la Pologne. Bon, la Pologne qui est alors dépecée entre la Russie. Alors la Russie, c'est toute la partie rose, enfin toute la partie est, vous voyez les 3 couleurs de la partie est. Donc elle est dépecée entre la Russie, entre l'Autriche ce sont les 2 parties en vert, et entre la Prusse, tout ce qui est en bleu. Donc il n'y a plus de Pologne. Hein, elle est dépecée. Et Marie Walewska a mis tous ses espoirs dans Napoléon, qu'elle finira d'ailleurs par aimer. Même s'il ne s'est pas comporté de façon très courtoise avec elle au début. Mais ça, c'est autre chose. En mai 1810, Marie Walewska va donner naissance à un fils, Alexandre, vous l'avez là, mais évidemment beaucoup plus âgé, hein, le comte Walewski, qui portera donc le nom du mari de sa mère. Le comte Walewski a eu la courtoisie de reconnaître
Alexandre comme étant son fils. C'est tout à son honneur. Alors, comme Napoléon souhaite faire de l'Empire une monarchie héréditaire, il devient donc urgent pour lui d'avoir un héritier, et un héritier légitime, pas les petits bâtards qui peuvent circuler ici ou là. Donc, comme il l'a dit, il lui faut un ventre. C'est horrible, mesdames. Ah, il lui faut un ventre. Oui, mais lequel? Il y a à l'époque 3 ventres potentiels, si je puis dire. Marie-Auguste, princesse de Saxe, dont je n'ai pas trouvé de photo, du moins correspondant à peu près à cette période. Il y a la grande-duchesse Anna Pavlovna de Russie, qui est la jeune sœur du tsar Alexandre Ier, que vous avez sur la diapo. Et il y a l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise de Habsbourg, que vous allez bientôt voir apparaître. Alors, sous l'influence de Metternich, qui est ambassadeur d'Autriche en France, puis ministre des Affaires étrangères, et plus tard qui sera chancelier, c'est-à-dire un peu premier ministre, si vous voulez. Et sous l'influence de François Ier, l'empereur d'Autriche, donc ça n'a rien à voir avec notre François Ier de France, évidemment, c'est pas la même époque. Sous l'influence de ces 2 personnalités, c'est Marie-Louise qui va être choisie, et François Ier fait savoir à Napoléon qu'il est tout à fait disposé à lui accorder la main de sa fille Marie-Louise à condition qu'il la lui demande. Ça tombe bien, puisque Napoléon cherche. Alors, voilà Marie-Louise, 3 portraits. Alors, il faut quand même se rappeler, c'est pas banal, que Marie-Louise était la petite nièce de l'infortunée Marie-Antoinette, hein, dont on a parlé du triste destin tout à l'heure, Marie-Antoinette qui a été guillotinée. Alors, Napoléon, en épousant Marie-Louise, deviendrait ainsi le petit-neveu de Louis XVI, lui-même guillotiné. Quelle, comment je pourrais dire, quelle ironie de l'histoire. Alors, cette alliance peut évidemment, à juste titre, être considérée comme un peu contradictoire, je dirais même contre nature. Les intérêts des 2 empires, français, autrichiens, sont divergents sur le long terme, même s'ils peuvent concorder ponctuellement dans l'immédiat. L'Autriche et la France sont en compétition historique pour contrôler le monde germanique. Et cette alliance entre les Habsbourg, si attachés à leur rang et à leur passé, et Bonaparte, hein, cette alliance entre Habsbourg et Bonaparte, de petite naissance, a de quoi surprendre. Marie-Louise a 18 ans. Elle a été élevée dans la haine de Napoléon. Elle a été élevée dans la haine de cet homme qui a fait subir des humiliations à son pays, qui a battu militairement plusieurs fois les armées de son père, et de plus, Napoléon, aux yeux des Habsbourg, c'est l'héritier de la Révolution, cette abominable Révolution française. Marie-Louise va finir par donner son consentement pour sauver son pays. Oui. Pouvait-elle faire autrement? Non. Les filles à l'époque, vous savez, hein, bien. Mais je pense que, au fond d'elle-même, elle a dû être éblouie par la perspective de monter sur le trône de la première puissance d'Europe. Ça a dû jouer, je pense. Quoi qu'il en soit, le mariage civil est célébré au palais de Saint-Cloud le 1er avril 1810. Vraiment 1er avril, hein, c'est pas une blague. Et la cérémonie religieuse est célébrée le lendemain 2 avril dans le salon carré du Louvre, transformé en chapelle. C'est ce que vous avez donc sur la diapo. En fait, cette alliance matrimoniale est une alliance de circonstances
qui ne servira à rien. En 1813, 3 ans après les noces, l'Autriche déclarera la guerre à la France. L'empereur ne perd pas de temps et il va conduire les affaires à la hussarde, y compris à l'égard de Marie-Louise. À tel point que, le 19 mars, vers 19 h, Marie-Louise ressent les premières contractions. Et elle va beaucoup souffrir, la pauvre. Corvisart, médecin personnel de Napoléon, est parti se coucher. Dès les premières douleurs, il affirme qu'il n'y a rien d'urgent. Donc il est parti se reposer. Et c'est le chirurgien Dubois qui est là, mais lui il est inquiet. Finalement, il faut employer les fers. Et je dirais que Dubois sue à grosses gouttes, peut-être encore plus que la future mère. Et une question se pose, parce que ça se présente mal. La mère ou l'enfant? Napoléon répond, la mère. Parce qu'il se dit, si la mère perd l'enfant, elle peut en avoir d'autres. Donc il a quand même dit la mère. Le travail, comme on dit, va durer 26 minutes. Marie-Louise hurle, littéralement, tellement elle a mal. L'empereur tremble devant cette douleur, pourtant il a une carapace, hein, il tremble. Soudain, le calme. L'impératrice est délivrée. Mais elle se dit, si c'est une fille, il faudra recommencer. Ben oui. Alors, si c'est un fils, ce sera l'installation de la France et de la dynastie, en France, l'installation de la dynastie des Napoléons. Napoléon se rend auprès de son épouse, il fait à peine attention à une espèce de petite chose qui est par terre sur le tapis, petite chose inerte, qui ne bouge pas, sans doute mort ou morte. Et soudain, un vagissement. L'enfant vit, et cet enfant, c'est un fils. Il est 9 h du matin, c'est le mercredi 20 mars 1811, et Napoléon présente le bébé à la mère, comme vous le voyez là. L'Empire est sauvé. Napoléon a un héritier, Napoléon II. Depuis le petit matin, Paris est sur le qui-vive. Et enfin, vers 11 h, éclate le premier coup de canon. Le silence s'étend sur la ville. Tout Paris retient son souffle. Le protocole a prévu 21 coups de canon si c'est une fille, 101 si c'est un garçon. Paris compte les coups. 10, 15, 20, 21. 22. Fantastique. Je vous passe ceux qui restent. Entre 101 et 22. Bien. Alors, il y a un témoin qui raconte, je vous lis textuellement, alors le silence explose. Il n'est plus qu'un cri de joie immense. Le cri monte des rues, des places, des maisons. Penchés aux fenêtres, les gens agitent des mouchoirs où ils ont essuyé une larme. En quelques minutes, Paris devient fou. Paris descend dans la rue. On y chante, on y danse, on s'y écrase. Les chapeaux volent, les boutiques ferment. C'est jour d'allégresse, car le fils de l'empereur Napoléon est né. Aux Tuileries, une porte s'ouvre dans le salon où la cour est rassemblée et où elle a passé la nuit. Une nuit d'angoisse. Madame de Montesquieu, que vous avez assise là, à gauche. Madame de Montesquieu
qui est la gouvernante des enfants de France, paraît. Dans ses bras, vous le voyez là, un petit corps noyé dans de la dentelle blanche. La voix de l'huissier résonne dans le silence, le roi de Rome. Rome étant à l'époque la deuxième ville de l'Empire, étant donné les conquêtes. Derrière l'huissier, vous avez un cortège empanaché d'or qui va se présenter devant le bébé. Devant le bébé s'inclinent tous les grands de l'Empire, en costume de fête, les maréchaux qui ont tous des noms de victoire, les nobles qui se sont ralliés au régime, enfin des nobles qui se sont ralliés au régime et dont les noms sont vieux comme la France. Et avant même de régner, cet enfant a le titre de roi. L'empereur le prend dans ses bras et s'écrie « Mon fils ». Il ajoute « Il a ma poitrine, ma bouche et mes yeux. J'espère qu'il remplira sa destinée. Je l'envie. La gloire l'attend, alors que j'ai dû courir après elle. J'aurais été Philippe de Macédoine, il sera Alexandre, un cran au-dessus. Pour saisir le monde, il n'aura qu'à tendre les bras. Napoléon remet son fils entre les mains de la comtesse de Montesquiou, comme je vous ai dit. L'enfant est déposé dans son berceau. Son oreiller est brodé à ses armes. Et son oreiller est constitué, tenez-vous bien, des moustaches de grognards de leur grande armée qui les ont coupées et qui les ont envoyées aux Tuileries pour garnir l'oreiller du bébé. Alors, sous la mousseline, oui, ça nous fait rire, nous, sous la mousseline blanche, bordée d'abeilles d'or, l'héritier du grand empire, l'héritier d'une France démesurée, qui a été conquise par le petit capitaine Bonaparte, eh bien, cet héritier dort de son premier sommeil du juste, pour l'instant. Le berceau que vous avez sous les yeux a été offert par la ville de Paris. Alors, ce berceau est étrange, il est somptueux. La coque de vermeil est posée sur 4 cornes d'abondance, hein, vous voyez sur la photo. Elle est surmontée d'un petit aigle qui ne demande évidemment qu'à déployer ses ailes par la suite. Pour l'instant, il en trouve après à peine les ailes, ce petit aigle, mais il est prêt à l'envol. 2 autres berceaux, un peu plus humains, hein, j'allais dire, attendent le bébé. Un à Saint-Cloud et un à l'Élysée. Jamais aucune naissance n'a été autant impatiemment attendue par tout un peuple. Plus de 40 millions de sujets répartis à l'époque en quelques 132 départements. Et à ces 132 départements que vous avez en jaune, en vert, en jaune et en vert, voilà, il faut ajouter des États vassaux qui ont tous des Bonaparte à leur tête. Il faut ajouter des protectorats, comme la Confédération helvétique. C'est pour ça que parler de l'aiglon en Suisse, finalement, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas hors sujet, enfin, hors contexte. Et il y a tous les États alliés. Donc, en fait, on peut dire que toute l'Europe, plus ou moins, est sous le joug napoléonien. Et c'est donc de toute cette Europe qu'hérite le petit bébé. Alors, l'Europe entière fête la naissance de l'enfant. Toutes les églises du Grand Empire retentissent au son de Te Deum qui sont interprétés un peu partout. Voilà, l'Europe napoléonienne, vous voyez. Tout ce qui n'est pas français est quand même sous protectorat français, plus ou moins. Alors bientôt, les grands chanceliers de la Légion d'honneur et de la couronne de fer vont déposer sur la robe blanche du bébé leur grand cordon. Vous avez la Légion d'honneur à gauche, vous avez à droite, la couronne de fer a été créée par Napoléon, et quelques jours plus tard, le grand-père
du petit enfant, l'empereur d'Autriche, va faire épingler sur le berceau la croix de l'ordre de Saint-Étienne que vous avez donc en dessous. Et cette croix de l'ordre de Saint-Étienne, c'est une décoration qui date de l'empereur Charles Quint, et elle a toujours étincelé sur la poitrine de tous les Habsbourg, et donc elle étincelle sur la poitrine du bébé. Donc le roi de Rome, pour l'instant, apparaît comme le prince de la paix, innocent, et comme un trait d'union entre les maisons de France et d'Autriche. Et d'ailleurs, le royaliste, le baron de Frémilly, a écrit dans ses mémoires « Le 22e coup de canon fut pour nous un coup de massue. Il nous semblait tuer la race des Bourbons. » 29 personnes veillent nuit et jour sur le sommeil d'un enfant. Je me demande comment il peut dormir dans ces conditions. La gouvernante, qui est en fait sa mère en second, mais qui sera finalement sa véritable mère. Donc, c'est Madame de Montesquieu, la comtesse de Montesquieu. Et Napoléon lui a dit « Madame, je vous confie les destinées de la France. Faites de mon fils un bon Français, un bon chrétien. L'un ne saurait aller sans l'autre. » Madame de Montesquieu devient la deuxième dame de France, tout de suite après l'impératrice. Elle a le pas sur les princesses. Et à table, elle prend place à la droite de l'empereur. C'est donc un personnage très important. Le 9 juin 1811, le baptême est célébré à Notre-Dame, en présence des ambassadeurs, des souverains d'Europe, qui sont réconciliés pour la circonstance. Le bébé porte une somptueuse robe au point d'Angleterre, ce qui est quand même aussi une ironie, étant donné que l'Angleterre a toujours été en guerre contre Napoléon. Et pour cet enfant, en effet, rien n'est trop beau. La layette est superbe, vous en avez un exemple, et tous les ustensiles, que ce soit de la timbale au bout de nuit, sont en vermeil. Eh oui, on n'a pas connu ça, nous autres. Hein? Non, non. Napoléon va lui donner un château à cet enfant, à ce bébé, c'est Meudon. Meudon que Louis XVIII, enfin Louis XVII plus exactement, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avait habité tout petit. Et Napoléon a prévu la construction d'un palais pour le roi de Rome, le palais du roi de Rome, qui devait occuper toute la colline de Chaillot à Paris. Il devait se situer face à l'école militaire, et le parc de ce château devait s'étendre jusqu'à l'Arc de Triomphe. En fait, il ne verra jamais le jour, les événements, en ayant décidé autrement. C'est à Saint-Cloud que le petit est vacciné le 11 mai 1811, alors pas contre la Covid, hein, bien sûr. Il est vacciné contre la petite vérole. Et c'est là qu'il va faire ses premières dents, qu'il va apprendre à marcher. Il faut dire que Napoléon est émerveillé par ce bébé et qu'il ne cesse de l'embrasser. Et d'ailleurs, Marie-Louise s'étonne, parce que Marie-Louise ne comprend pas comment on peut embrasser un enfant. Mais Marie-Louise est heureuse. Malgré les réticences du début, il y avait de quoi. Elle est heureuse et d'ailleurs, elle ne se cache pas de l'écrire à son père, l'empereur François Ier d'Autriche. Tout ça, c'est bien beau. Mais le gigantesque empire va s'effondrer. Le 24 juin 1812, Napoléon commence la campagne de Russie. Le 6 septembre, la veille de la bataille de la Moskova, le préfet du palais impérial, qui s'appelle Beausset, apporte à l'empereur un portrait du roi de Rome, que vous avez là, peint par le peintre Gérard. Napoléon appelle ses généraux. « Venez donc voir mon fils. »
Et alors il ajoute, si mon fils avait 15 ans, croyez bien qu'il serait ici, au milieu de tant de braves, et il serait ici autrement qu'en peinture. Ce portrait est admirable, ajoute-t-il. C'est vrai que le petit est mignon. Hein. Alors, sur ce portrait, l'enfant tient dans sa main, regardez, dans sa main gauche, la croix de la Légion d'honneur. Et dans sa main droite, il a un petit sceptre. Alors, comme on le sait, Napoléon doit quitter la Grande Armée. Rappelez-vous l'affaire de Malais dont j'ai parlé tout à l'heure. Il laisse le commandement à Murat. Et l'armée, comme vous le savez aussi, va s'engloutir dans les glaces, en particulier de la Bérésina. Alors, à Paris, le complot du général Malais a failli livrer la capitale aux ennemis de l'Empire en annonçant la mort de l'empereur. Donc, l'empereur arrive à Paris, aux Tuileries, le 18 décembre 1812, peu avant minuit. Et il a parcouru, comme vous le voyez sur la diapositive, 6000 km, je ne veux pas dire en rien de temps, ce serait exagéré, sur des routes défoncées par le gel, menacées par les Cosaques, dans des circonstances tragiques. Mais il sait que l'avenir de son fils est en danger, donc il fonce. Il réveille l'enfant endormi dès qu'il arrive aux Tuileries, il le serre dans ses bras, le couvre de baisers. La vie continue. À Saint-Cloud, le petit roi fait manœuvrer des soldats, mais des soldats de plomb. Il joue aux soldats. Et il cavalcade sur un cheval de carton. Il est gai, mais il est autoritaire. Il est coléreux. Et en parlant de lui-même, il dit « le roi ». Eh oui, le roi. Et chaque soir, il réclame une demi-heure de lecture. Vous avez ce petit portrait ravissant, avec ses cheveux bouclés, son teint blanc, et d'admirables yeux bleus, qui vont faire craquer les Viennoises par la suite. Terrible bataille de Leipzig, ce qu'on a appelé la bataille des nations. Quasiment toutes les nations européennes étaient coalisées contre la France. Cette bataille va durer 3 jours. Le Grand Empire se défait petit à petit. Et 3 mois vont suffire pour écarter à jamais du trône de France le petit Napoléon II. 21 décembre 1813, une coalition envahit le territoire français. Ce sont toutes les flèches rouges. Et c'est la première fois depuis l'exécution de Louis XVI. Alors Napoléon donne l'ordre à ses maréchaux de défendre le Rhin, les Vosges, la Franche-Comté, de retarder autant que faire se pourra l'avance de l'ennemi, de gagner le temps nécessaire pour forger une armée, une nouvelle armée de troupes fraîches. Des jeunes qui vont être mobilisés, qu'on a appelés les Marie-Louise, en l'honneur de l'impératrice Marie-Louise. Alors, les maréchaux, non seulement hésitent, mais reculent. Napoléon s'efforce de se hâter de rejoindre rapidement cette armée qui est en retraite. Et le 23 janvier 1814, il fait rassembler, on le voit là, ses officiers dans la salle des maréchaux des Tuileries. Il y a là 800 officiers de la garde nationale. Il prend l'impératrice et le roi de Rome par la main et il s'adresse à ses officiers. Si l'ennemi approche de la capitale, je confie au courage de la garde l'impératrice et le roi de Rome, ma femme et mon fils. Il ne dispose que de 50 000 hommes contre 200 000 qui vont déferler sur la France. Le dernier soir, nuit du 24 au 25 janvier 1814, Napoléon jette dans le feu des liasses de papier précieux. Il embrasse sa femme
son fils, pour la dernière fois. Il ne les reverra jamais. Aux Tuileries, on est suspendu aux nouvelles. Le petit roi vit dans une excitation étrange. On parle de bataille, de Prussiens, de Russes, d'Autrichiens. On parle d'espions. Mais on parle aussi de victoires. Du côté français, de victoires, on peut dire, miraculeuses. Napoléon se bat sur tous les fronts, mais il sait que ses soldats s'épuisent, que ses généraux l'abandonnent. Il n'a plus de recours que dans un enfant de 3 ans, son fils. Et pour attendrir l'empereur d'Autriche, donc son beau-père, il lui fait parvenir le portrait du roi de Rome que vous avez là, pour essayer d'attendrir l'empereur d'Autriche. Et sur ce portrait, c'est marqué « Je prie Dieu pour mon père et pour la France. Rien ne touche l'empereur d'Autriche. » Mais Napoléon ne peut pas être partout, vous le comprenez, pas être sur tous les fronts et à Paris en même temps. Il ne peut se démultiplier. Le petit Napoléon fête ses 3 ans aux Tuileries le 20 mars 1814. Il est gai, il est comblé de cadeaux. Il ne cesse d'embrasser sa mère et de répéter « J'aime papa de tout mon cœur ». Les Alliés, donc les ennemis de la France, hein, bien sûr, décident de marcher sur Paris. L'enfant a peur, car l'affolement aux Tuileries est indescriptible. On sent que la fin approche. Alors, une question se pose, l'impératrice et son fils doivent-ils ou non quitter Paris? C'est un peu cornélien. Alors, Marie-Louise sait bien que partir, prendre la fuite, c'est une faute. Si elle reçoit les Alliés aux Tuileries, donc si elle reçoit les ennemis de la France aux Tuileries, elle les reçoit en souveraine. Si elle part, elle n'est plus qu'une fugitive, livrée au bon vouloir des Alliés et à la volonté de son père. Son père sera-t-il plus empereur que père ou plus père qu'empereur? Mais elle ne sait pas que Napoléon accourt vers Paris, brûlant les étapes. Elle ne sait pas qu'il compte sur la résistance de la capitale et sur la résistance de son épouse. Le matin du 29 mars, le petit roi refuse de partir. Il s'accroche aux chaises, aux portes. Il trépigne. Alors qu'il hurle, on l'enferme dans une berline. Marie-Louise quitte les Tuileries après avoir passé en revue une dernière fois les troupes, c'est ce que vous avez sur le document, les troupes qui auraient pu encore décider du sort de Paris et de la France. Mais l'abandon de Paris signifie la fin de l'Empire. Marie-Louise quitte Paris, pas forcément d'ailleurs de son plein gré, mais sous la pression de son beau-frère, Joseph, frère de Napoléon, l'ex-roi d'Espagne. Et donc Marie-Louise laisse la place libre aux Alliés. Le cortège va mettre 2 jours pour rejoindre Blois, où Marie-Louise va installer un régime éphémère. Là, le petit garçon ignore tout de son sort. Il sait seulement qu'il n'a plus de jouets. Il n'a pas pu les emporter. Alors, à quoi joue-t-il? Eh bien, il pousse des cailloux sur les pavés de la cour, dans l'ancien archevêché de Blois, où Marie-Louise s'est installée. Ça n'a plus rien à voir avec les Tuileries, avec Saint-Cloud, avec Meudon. Le 31 mars, à 2 h du matin, le maréchal Marmont signe la capitulation de Paris, puis remet les clés de la ville au tsar de Russie, Alexandre Ier. Napoléon se réfugie à Fontainebleau, où il attend les Alliés. Et il charge Caulaincourt, que vous avez sur la photo, qui est son grand écuyer, de négocier
une abdication en faveur du roi de Rome, qui est donc âgé d'un peu plus de 3 ans, avec Marie-Louise comme régente. Le tsar n'y est pas opposé, le tsar de Russie. Mais, ayant appris la défection du maréchal Marmont, le tsar de Russie impose l'abdication sans condition à Napoléon, qui est désormais à découvert. Les maréchaux ne veulent plus faire la guerre. Marmont, duc de Raguse, alors Raguse est une province qui se trouvait à l'époque dans les provinces illyriennes, et Marmont a trahi, duc de Raguse, ça a donné le verbe raguser. Raguser qui signifie trahir. Voilà. Et aujourd'hui, Raguse, c'est Dubrovnik. Pendant ce temps, les soldats russes, autrichiens et prussiens allument leur feu de bivouac sur les Champs-Élysées. Marie-Louise hésite. C'est bon. Si elle rejoint Napoléon à Fontainebleau, elle fera pencher la balance. Le tsar Alexandre et le roi de Prusse oseraient-ils condamner à l'exil la fille et le petit-fils de leur allié l'empereur d'Autriche? Et en s'associant par contre au malheur de son mari, Marie-Louise, si elle s'associe à lui à la face du monde, Marie-Louise sauverait peut-être l'avenir. Mais on presse Marie-Louise qui n'est pas très volontaire, il faut dire. Bon, elle est jeune, hein, ça peut s'expliquer, ne lui jetons pas la pierre. Bon, elle subit des influences, elle subit en particulier l'influence de Talleyrand, l'influence de Fouché, et finalement, le Sénat va proclamer la déchéance des Bonaparte, père et fils, et va appeler au trône l'ancien comte de Provence, un frère de Louis XVI, et ce comte de Provence va devenir le roi Louis XVIII. C'est assez compliqué, hein? Le 6 avril 1814, à Fontainebleau, dans le salon rouge et or, Napoléon signe son abdication inconditionnelle. On lui donne l'île d'Elbe et à Marie-Louise les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, que j'ai entouré d'un cercle noir. Vous voyez la minuscule île d'Elbe, pour lui qui a dominé l'Europe. C'est une poussière. Le jour où elle apprend l'abdication, Marie-Louise donne en secret des ordres pour préparer sa voiture. Elle voudrait rejoindre Napoléon à Fontainebleau. C'est à mettre à son crédit. Elle veut le rejoindre. Mais Madame de Montebello, veuve du maréchal Lannes, le maréchal Lannes, ça a été un maréchal remarquable dans l'armée napoléonienne. Donc la duchesse de Montebello, qui est la dame d'honneur et la grande amie de Marie-Louise, la supplie d'attendre, de ne pas rejoindre son mari tout de suite, et lui démontre que son départ serait trop dangereux. Marie-Louise s'incline. Et il faut dire aussi que les lettres que Napoléon lui envoie ne lui donnent pas de directives précises. Donc elle n'a pas de directive de son époux et elle subit des pressions de son entourage. Donc c'est pas évident. Le 12 avril, elle décide de partir pour Rambouillet, où son père va la rejoindre. Et cette nuit-là, Napoléon tente de se suicider. Mais le poison est éventé et donc n'aura aucun effet. Et Napoléon déclare ou écrit « Mon fils sera archiduc d'Autriche, cela vaut peut-être mieux que le trône de France. » Pour en arriver là, à dire ça, le chemin a dû être douloureux. Alors très vite, Marie-Louise comprend la vérité. Elle comprend qu'elle a été en fait un peu trahie, disons, mal informée, volontairement manipulée, voilà. Et elle écrit à son mari, « On nous éloigne, on m'éloigne de toi, nous avons été joués. »
C'est la vérité. Et lorsque l'enfant voit son grand-père, François Ier d'Autriche, il dit à Madame de Montesquieu, « Mon Q, il n'est pas beau, grand-papa. » De fait, enfin. Et le petit garçon va se jeter dans les bras d'Anatole de Montesquieu, le fils donc de la comtesse, et Anatole est l'aide de camp de Napoléon. Et de Montesquieu arrive de Fontainebleau à Rambouillet où se trouve Marie-Louise. Et l'enfant dit à Anatole de Montesquieu, « Monsieur Anatole, comment se porte mon cher papa? Vous savez, je ne peux plus porter l'uniforme de lancier français. Je ne peux plus porter l'uniforme des chasseurs. Il faut que je porte l'habit des ennemis. » Il éclate en sanglots, ce petit. Il n'est plus l'héritier de la couronne de l'Empire. Il n'est plus que le prince de Parme. Napoléon fait ses adieux, c'est un tableau très connu, hein, fait ses adieux à la garde impériale le 20 avril 1814 dans la cour du château de Fontainebleau et il part pour l'île d'Elbe. Deuxième acte, les ailes qui s'ouvrent et qui battent. Le 21 mai 1814, à 8 heures du soir, Marie-Louise et le roi de Rome arrivent au château de Schönbrunn après un voyage interminable de 29 jours. Il y a une autre photo de Schönbrunn aujourd'hui. Alors, les Viennois acclament l'enfant de 3 ans. Ils acclament en fait le fils de l'ogre, puisque les Viennois surnommaient Napoléon l'ogre. Et ils acclament cet enfant qui n'est même plus roi de Rome, il n'est que le prince de Parme. La nouvelle famille de l'enfant va lui faire la fête. Alors cette famille, elle est nombreuse. Vous voyez quelques spécimens là sur le tableau, si je puis dire. Alors tout le monde s'extasie devant ses boucles blondes, ses yeux bleus. Et il faut dire que son physique en fait un vrai Habsbourg, apparemment. Mais ses gestes, ses manières, son allure révèlent le caractère de son père. Alors, il veut absolument revoir son père. Marie-Louise est indécise. Et c'est d'ailleurs sur cette faiblesse que compte l'empereur d'Autriche et son terrible chancelier Metternich. Alors, Marie-Louise n'a pas vraiment le goût de l'aventure. Hein, elle n'a pas le goût du risque, c'est sûr. Donc, elle se contente d'écrire à Napoléon à intervalles réguliers. Il faut dire aussi que la famille Bonaparte les a totalement abandonnés, elle et son fils. Le 27 septembre 1814, Marie-Louise devient la maîtresse du comte de Neuberg. C'est un général et diplomate que Metternich a diaboliquement placé à ses côtés pour la détourner de toute envie d'aller rejoindre Napoléon. J'allais dire que Marie-Louise a la chair faible, c'est un peu ça. Bon, ne lui jetons pas la pierre non plus. Entre-temps, le 18 septembre 1814, s'est ouvert le congrès de Vienne avec les vainqueurs. Alors, vous avez quelques-uns des personnages les plus importants de l'époque. Le jour, les têtes couronnées autour d'une table et de cartes se partagent les 132 départements de l'Empire français. Et la nuit, on s'amuse, on danse, les nouvelles valses, on intrigue, il y a des aventures galantes. Voilà, une caricature. Le congrès s'amuse, travaille la journée, s'amuse la nuit. Jusqu'au jour où, 1er mars 1815, eh oui, Napoléon s'est échappé de l'île d'Elbe. Et Napoléon débarque à Golfe-Juan. C'est ensuite la fantastique chevauchée jusqu'à Paris. C'est l'envol de l'Aigle, le nouvel envol de l'Aigle, baptisé la route Napoléon, que vous connaissez peut-être. En fait, Napoléon pense à son fils en faisant cela,
Et c'est pour lui qu'il entreprend cette nouvelle épopée, parce qu'il veut reconquérir son trône. Le même 20 mars, l'empereur d'Autriche renvoie Madame de Montesquieu. En effet, l'empereur d'Autriche et Metternich estiment qu'il y a trop de Français autour de l'enfant. L'enfant devient un otage, un atout maître que l'on transfère de Schönbrunn à Laufbourg, où la surveillance, si je puis dire, est plus facile. C'est pour ça que vous avez une photo de Laufbourg. Et François Ier et Metternich veulent faire de l'enfant un petit Autrichien, un archiduc, un prince germanique. Lorsqu'elle doit quitter son poste, le cœur de Madame de Montesquieu se brise. « Si au moins, dit-elle, je te laissais aux mains d'une vraie mère. » Et le petit lui répond, « Je t'aimerai toujours, maman Q. » Pendant des semaines, il va réclamer sa maman Q. Il va la chercher partout, dans les couloirs, dans les pièces sombres de Laufbourg. Mais elle n'est pas là. On va lui enlever, un par un, tous les Français qui l'entouraient, qui sont venus avec lui, dont Meneval, le baron de Meneval, le fidèle secrétaire de Napoléon. Il faut absolument couper toutes les racines françaises de l'enfant. En juin 1815, on va donner à l'enfant un précepteur autrichien, le comte Maurice de Dietrichstein. Il est austère, il est sévère, mais il aura beaucoup de mal à faire de l'enfant un prince allemand, parce que ce petit garçon ne cesse de penser à la France et à son père. Napoléon ne le saura jamais, ne connaîtra jamais les sentiments de son fils. Napoléon est battu à Waterloo le 18 juin 1815. Il va abdiquer en faveur de son fils le 21 juin. Napoléon II devient empereur des Français. Mais quelques jours plus tard, Fouché, l'ancien ministre de la police, va intriguer et il va ramener Louis XVIII sur le trône de France, trône que Louis XVIII avait dû quitter avec le retour de Napoléon qui s'était échappé de l'île d'Elbe. Donc ça a été un aller-retour entre les deux. Le 22 juin, deuxième abdication de Napoléon, cette fois-ci à l'Élysée. Il est exilé à Sainte-Hélène, ou dans l'océan Atlantique, en plein Atlantique, où il mourra. Nous en reparlerons rapidement tout à l'heure. Alors Marie-Louise se réjouit, car la France est rayée de l'avenir de son fils. Et voilà ce qu'elle écrit. Et là, je commence à la trouver moins sympathique. Je veux en faire tout à fait un prince allemand, aussi loyal que brave. Je veux, quand il sera grand, qu'il serve sa nouvelle patrie. Ce seront ses talents, son esprit, sa chevalerie, qui devront lui faire un nom, écoutez bien, car celui de sa naissance n'est malheureusement pas beau. Une mère qui dit ça, elle ira même jusqu'à lui reprocher de trop ressembler à Napoléon, ce qu'on voit d'ailleurs clairement sur le portrait. Vous êtes d'accord, hein? Donc les Françaises, Français et Français qui restaient au service du petit Napoléon sont envoyés. On supprime sur son uniforme la croix de la Légion d'honneur et de la couronne de fer. On lui confisque ses livres français. En quelques mois, tout ce qu'il aime lui est enlevé. Il ne pleure pas, mais il se révolte, du moins intérieurement. Petite consolation, Louis XVIII a quand même la courtoisie, enfin la gentillesse, de lui envoyer sa petite calèche avec laquelle il se promenait dans les jardins de Meudon. Alors le petit garçon explose de joie
quand il récupère cette calèche qui lui rappelle évidemment son enfance heureuse. Dès 1816, Marie-Louise part pour Parme au bras du général Neipperg. Napoléon II, enfin l'Aiglon, le futur Aiglon, est orphelin. Il n'est plus roi de Rome, il n'est plus prince de Parme, car le congrès de Vienne a décidé que le duché de Parme, attribué à la mère, ne serait pas héréditaire. De plus, il est déraciné, dépossédé de tout. Il devient prince sans nom, devant qui on ne prononcera jamais plus le nom de son père. Son grand-père, l'empereur d'Autriche, l'aime bien, évidemment. Comment ne pas l'aimer? Il est adorable. Il est charmant, d'une exquise politesse. Toute la famille impériale en raffole. Mais la politique, c'est pas le cœur, c'est pas les sentiments. Hein. Je vous apprends rien. Alors, Metternich veille au grain. Il veut transformer le fils de l'aigle en un archiduc autrichien terne, j'allais dire passe-partout, et surtout qu'il ne puisse jamais menacer la paix reconquise. Metternich veut tuer le fils de l'empereur, mais aussi l'héritier de la Révolution. Ce petit garçon doit apprendre l'allemand, parce qu'il ne doit plus parler qu'allemand. On va donc lui donner un nom et un titre allemand. Il devient Franz, duc de Reichstadt. Alors Reichstadt, vous voyez, c'est accroupi dans la région de Liberec. Hein, vous allez sur la carte au nord de la République tchèque. Et il reçoit des terres qui sont attachées à ce titre. On va lui fabriquer des armoiries compliquées, hein, vous les avez au-dessus. Sa Majesté Napoléon, roi de Rome, est devenu son Altesse Sérénissime, Franz, duc de Reichstadt, petit-fils de l'empereur d'Autriche. Point. Et à la cour, les archiducs autrichiens ont le pas sur lui. Hein, passe avant lui. Grandeur et décadence. Il faut dire que l'ascendance, l'origine de ce petit garçon fait peur. Son nom fait peur. Ah, en raison du nom de son père. Alors, Napoléon à Sainte-Hélène ne sait pas ce qu'on a fait de son fils. Ça vaut mieux d'un sens. Mais la pensée de ce fils ne le quitte jamais. Quasiment jamais. Et son petit roi de Rome est toujours là. Et son petit roi de Rome est là quand Napoléon dicte ses mémoires à Lascaz, son secrétaire, et ces mémoires vont bâtir sa légende. Et au-dessus des océans, la pensée angoissée du père éveille ou réveille à Vienne un écho chez le fils. Mon papa doit avoir fait beaucoup de mal, puisque tout le monde est son ennemi. Est-ce que mon cher papa, ayant fait tant de mal, est un criminel? Pourquoi mon père ne vient-il pas me voir? Son grand-père lui répond, c'est que ton père était méchant. On l'a mis en prison. Et si tu es méchant aussi, on t'y mettra de même. Un jour, Franz interrompt le général Sommariva, qui lui parle des 3 plus grands capitaines de l'époque. J'en connais un 4e, général, que vous n'avez pas nommé. Lequel, monseigneur? Mon père. Il n'a pas tout oublié, hein. Alors il pense sans cesse à son père, comme son père pense sans cesse à lui. Il s'inquiète de l'endroit où il est retenu prisonnier, et chaque soir, le petit garçon s'agenouille au pied de son lit et il prie pour son papa. La délivrance de Napoléon viendra le 5 mai 1821. Il meurt sans plainte au terme d'une agonie qui a duré 6 ans. Peut-être pas l'agonie physique, mais l'agonie morale, sentimentale,
psychologique, enfin, voyez bien. Et ces derniers mots seront pour son fils. La mort de l'empereur est annoncée à Franz le 13 juillet. Il éclate en sanglots. La mort du père va accroître le prestige du fils. Désormais, à 10 ans, il est totalement empereur dans le cœur des bonapartistes. Ainsi, des personnalités de France, d'Italie, d'Allemagne, cherchent à approcher l'enfant, à le sensibiliser sur ses devoirs de français, ses devoirs de fils du grand Napoléon. Il y a des sociétés secrètes qui voient le jour en France. Et ces hommes, qui ne sont pas très nombreux, se donnent pour tâche d'être les exécuteurs testamentaires de l'empereur. Alors, ceci consiste d'abord à remettre au fils certaines reliques du père lorsque le fils aura atteint, comme le père l'a écrit, l'âge de 16 ans. Vous le verrez tout à l'heure. Rien ne lui sera en fait remis. Alors de décembre 1821, à juillet 1822, il y a eu beaucoup de conspirations, il y a eu des écrits, il y a eu un tas de choses qui ont contribué à forger la légende napoléonienne. Donc il y a une poussée nostalgique en faveur de l'Empire et de l'empereur, bien sûr, et donc en faveur du jeune fils, surtout à partir de 1823, où va sortir le mémorial de Sainte-Hélène. Ce mémorial va contribuer à renforcer la légende. Lascaz a recueilli toutes les réflexions de l'empereur pendant son séjour à l'île d'Elbe. Tous ces témoignages, enfin c'est un document très précieux. Et on peut dire que le mémorial de Lascaz va devenir le bréviaire ou la Bible du bonapartisme. Et pour certains, seul un Bonaparte est capable de répondre aux enjeux qui secouent l'Europe à l'époque et qu'on va découvrir. Mais, pendant ce temps-là, à Vienne, notre jeune Franz va finir par presque oublier le français. Il ne parle que l'allemand, il devient le délicieux Reichstag, c'est sûr, dont raffole la famille impériale et la cour. On admire son charme, son aisance, son allure, son absence de timidité, l'élégance de ses réponses. Il a vraiment l'air d'un prince, et j'ajouterais, il a plus l'air d'un prince que ses oncles et cousins, Habsbourg. Franz adore sa mère, même s'il ne la voit guère. Quand on dit parfois loin des yeux, près du cœur, mais bon, point trop n'en faut. Alors il ignore bien sûr qu'elle a épousé secrètement le général Neipperg, bon, et surtout qu'il a une petite sœur et un petit frère qui sont nés à Parme et qui sont nés du vivant de Napoléon. Alors Marie-Louise ne trouve pas vraiment le temps de venir à Vienne et pas question de faire venir à Parme le fils de l'aigle, le fils de l'ogre. Pas question. Il ne doit pas quitter Vienne. L'aiglon doit rester dans sa cage. Pas prisonnier, mais c'est une formule que vous trouvez souvent dans le livre d'Edmond Rostand consacré à l'aiglon. Pas prisonnier, mais, tout est dans le mais. Le petit duc va s'acharner, sans le savoir, à survivre. Il va éliminer tout ce qui déchire, tout ce qui sépare, tout ce qui peut le blesser. Il évitera de parler de son père, peut-être même évite-t-il d'y penser. A-t-il fini par éviter d'y penser? Il grandit.
Et Dietrich Stein, son précepteur, reconnaît sa précocité. Mais le précepteur est aussi révolté par le contentement de soi que Franz manifeste en maintes occasions. Il a qu'à tenir, hein. Il est sujet à de terribles colères, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais il s'excuse très vite. Donc, faut avouer, est à moitié pardonné. Bon. Et il a toujours, au fond de lui-même, il conserve toujours au fond de lui-même l'image éblouissante de sa mère, qu'il voit pourtant très rarement. Il se construit une idole, si vous voulez, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Mais c'est peut-être ça qui lui permet aussi de tenir. Il lui écrit lettre sur lettre, des lettres très tendres. Il va attendre 3 ans avant de la revoir. De 1821 à 1827, il va travailler d'une manière désordonnée, partagé entre le désir de faire plaisir à sa mère à distance, le désir de s'habiller à merveille et de danser au bal de la cour. Et il veut réaliser un rêve, c'est celui de devenir un brillant officier autrichien, comme l'archiduc Charles, le héros militaire de l'Autriche lors des guerres contre Napoléon. Franz brille en histoire et en géographie, et il brille aussi en tactique et en stratégie. Vous le voyez là, en train de s'initier à l'art de la guerre, hein, qu'il va dominer avec intelligence et génie. Et c'est l'époque où, au cours de ses leçons, il appelle les Français les ennemis. Ça, c'est terrible. Ça montre le chemin, enfin le chemin, oui, parcouru. Acte 3, les ailes meurtries. Nous enfonçons petit à petit, vous voyez. Alors, au cours de l'hiver 1826-27, sa carapace de jeune Allemand craque. Et on retrouve le petit Napoléon, il retrouve le petit Napoléon qui finalement sommeillait en lui. Il n'avait pas totalement disparu. Il réapprend le français tout seul. Et il l'a appris dans les lettres de Madame de Sévigné. Il faut le faire. Et dans la grande bibliothèque impériale, il va tomber sur le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz. Les belles pages qu'a écrites l'empereur déchu, en pensant à son fils. Alors, Franz ne le lit pas, le mémorial. Il le dévore. C'est un éblouissement. La voix de son père est là. Écoutez. Nécessaire d'or, des heures de bataille dont je me suis servi aux matins exaltants. Diana de Friedland, des lots de Montmirail, le remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Trois caisses d'acajou aux armes impériales, mon glaive de consul et mes 2 lits de camp. Mon uniforme de la garde nationale, les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Et ma légion d'honneur, ma lunette de guerre, manteau de maringot,
bottes et gilets blancs. Les trois vases sacrés de ma chapelle claire, les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Mes éperons d'argent et mes fusils de chasse, les selles des chevaux, mon épée d'Austerlitz. Mes chapeaux délavés, hissés dans leurs espaces. Quand il aura 16 ans, les remettre à mon fils. Certains n'oublieront pas ce qui me fut moins beau. Je te le donne aussi, car tu es mon enfant. Les échecs de ma vie, mes soirs de Waterloo, les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Alors il va lire ensuite tout ce qui touche à son père et à son épopée, les mémoires du comte de Montholon, qui était présent à Sainte-Hélène, l'écho de Sainte-Hélène, rédigé par le médecin Antomarchi, qui a succédé à un autre médecin, Oméhara, qui a écrit aussi. Voilà. Il y aura aussi les mémoires de Savary, duc de Rovigo. Donc, Franz lit tout ça, dévore tout ça. Et il veut avant tout être digne de son père, ça y est, c'est parti, pour lequel il tremble maintenant d'admiration. Il ne veut plus cacher cette admiration, et il écrit en ce sens à sa mère. Il a trouvé sa boussole, si je puis dire. Et il sait très bien, au fond de lui, de qui il est le fils, et ce nom, enfin son nom, le hante. Il ne danse plus, il ne papillonne plus, il travaille, il lit, il monte à cheval, il s'impose un régime spartiate, il veut être prêt. Mais prêt à quoi? Prêt pour quoi? L'Autriche mène une politique très conservatrice et très étroite sous la férule de Metternich. Et Franz a deviné en Metternich un ennemi implacable, comme Metternich a été un ennemi implacable de son père. Franz est déchiré entre l'ardeur et l'angoisse, et donc il s'épuise. Dès 1827, les médecins reconnaissent chez lui une prédisposition à la phtisie de la trachée. Le jeune enfant Ferrand, que vous avez vu tout à l'heure, est devenu un très grand jeune homme qui faisait sans doute plus d'1,80 m, voire 1,90 m. Il est très pâle de visage. Il se voûte. Vous voyez là, on voit. Sa poitrine est étroite. Je ne veux pas dire qu'elle se rétrécit au fil des années, mais elle est très étroite. L'hiver, il s'enrhume, il tousse. Il a des accès de fièvre. En 1828, son grand-père l'a nommé capitaine de son régiment de chasseurs tyroliens. Donc Franz porte un uniforme blanc. Et pour le récompenser, sa mère lui a fait parvenir le fameux sabre des pyramides, le sabre que que Bonaparte a utilisé en Égypte. Donc, le rêve de Franz commence à prendre corps. Une énorme déception va alors l'atteindre.
Février 1823, le général Neipper est mort à Parme. Et dans son testament, il révèle qu'il a épousé Marie-Louise et qu'il lui a donné 2 enfants qui portent le nom de Monteluovo. La vérité éclate. Les enfants sont nés du vivant de Napoléon, sont nés avant la mort de Napoléon. L'infidélité de sa mère terrifie le jeune Franz. Rappelez-vous, je vous ai dit, il en a fait une idole, une icône, comme on dirait maintenant. Il est mortellement blessé. Il pardonne, mais il n'oubliera pas. Alors, il va se jeter corps et âme dans l'action militaire. Il commande avec passion, mais sa voix manque de force. Il se fatigue, il s'exténue littéralement. Un changement de climat est suggéré. Pourquoi ne pas l'envoyer en Italie? Metternich oppose un nom catégorique. Le fils de Bonaparte, Bonaparte qui a été roi d'Italie, le fils qui a été roi de Rome, donc le fils de Bonaparte serait trop dangereux en Italie, une Italie qui est si prompte à s'enflammer. Pas question. Le docteur Malfatti, qui soigne Franz, intervient, mais il le soigne mal, parce qu'il le soigne pour une maladie de foie, comme celle qui a emporté le père. Malfatti préconise du repos et des bains. Franz va s'installer au 3e étage de Schönbrunn, face à la gloriette, que vous avez dans le fond. Il se rétablit doucement, sa toux s'apaise. Les années 1830 et 1831 sont cruciales. Franz va découvrir l'amitié, et je mettrai un A majuscule. Et il va aussi, dans un autre genre, se trouver au cœur de la diplomatie européenne et des secousses politiques qui agitent l'Europe. Le 22 juin 1830, lors d'un séjour à Graz, en Autriche, avec sa mère, Franz rencontre l'aide de camp du prince de Schwarzenberg, le chevalier Anton von Prokesch. Et Prokesch a fait une carrière dans les armes, et il est diplomate, il a 35 ans. Entre eux se produit immédiatement une sorte de coup de foudre, une prédestination de l'amitié. Prokesch a écrit un ouvrage, un essai sur Waterloo. Et dans cet ouvrage, il a rendu un hommage admiratif à Napoléon. Franz a lu cet essai et évidemment il en est très reconnaissant à l'auteur. Franz, pour la première fois, lui qui se méfie de tout et de tous, se laisse aller à la confiance. Il ouvre son cœur, il exprime ses inquiétudes, ses angoisses, ses rêves. Il découvre enfin l'amitié, la vraie. Il en a fini avec la solitude et il en a fini avec la destruction de l'espoir qu'entretenait Dietrich Dahin, manipulé par Metternich. Prokesch, après seulement 2 heures de conversation avec Franz, est stupéfait de sa vivacité d'esprit, de son jugement, de la netteté de sa pensée et de son intelligence pratique. Le 7 ou le 9 juillet 1830, Franz est nommé chef de bataillon. Il en est heureux, mais son attention se porte principalement sur ce qui se passe en France, à Paris. La Révolution a éclaté. Les 27, 28, 29 juillet 1830, ce qu'on a appelé les 3 Glorieuses. Et de cette révolution, sait-on jamais, peut sortir le règne de Napoléon II. On crie vive Napoléon II.
dans les rues de Paris. Les nouvelles, pourtant, arrivent filtrées jusqu'à Vienne. Mais elles arrivent quand même. Alors, Marie-Louise essaie de distraire son fils, qui ne regarde pas trop du côté de Paris, et elle le branche sur l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des insectes. Vous pensez bien que ce n'est pas son souci. Hein, il reste totalement indifférent. Ce qui l'intéresse, bon, c'est la France, et 3 jours vont suffire pour chasser Charles X. Alors Charles X, c'était le frère de Louis XVIII, et c'était aussi un frère de Louis XVI. Donc, Charles X est chassé, mais un cousin, Louis-Philippe, de l'autre branche, va monter sur le trône. Donc en fait, patatras, si je puis dire, l'espoir de Napoléon II et de ses partisans s'écroule, puisque Louis-Philippe est proclamé roi. Alors, à Paris, on ne parle que du fils de Napoléon. Au théâtre, il y a une pièce qui est jouée, Le Fils de l'Homme. En fait, c'est un poème sur le duc de Reichstadt, et on pleure à l'écoute et à la vue de cette pièce de théâtre, ce qui montre qu'il y a quelque chose encore pour les Bonaparte. Alors, il y a différents complots. Bon, je passe parce que c'est long, hein, c'est compliqué. On essaie de faire sortir l'aiglon de sa cage, mais Metternich a bien verrouillé le système. Hein, l'aiglon doit rester en cage. Cependant, la fille d'Élisa Bonaparte. Élisa Bonaparte était une sœur de Napoléon, et elle avait épousé le prince Félix Battiocchi, et elle avait été grande-duchesse de Toscane. Donc la fille d'Élisa Bonaparte, qui s'appelle la comtesse Camerata, c'est une aventurière, disons, mais pas forcément dans le sens négatif du terme. Elle essaie de contacter Franz, elle lui fait passer des lettres, elle voudrait être reçue, Franz se méfie, parce qu'il ne veut pas, comment je vais vous dire, il ne veut pas tremper dans des choses plus ou moins claires, plus ou moins nettes, hein, donc il ne reçoit pas cette comtesse Camerata, qui est quand même une parente éloignée. Il espère, si vous voulez, que son heure viendra, mais de façon digne, pas par des combinaisons. En novembre 1830, son grand-père le nomme lieutenant-colonel du régiment d'infanterie duc de Nassau numéro 29, Passant. Il est content, mais pas plus que cela. On va lui constituer une maison militaire, on va lui attribuer 3 officiers pour l'assister et pour l'accompagner. Franz les juge sans culture, insignifiants, il les apprécie très peu, et en fait, plus le temps va passer, moins il les aimera. Mais en fait, ces 3 officiers, vous vous en doutez, ils ont reçu des instructions. Ils sont là pour aider Franz et l'accompagner. En fait, ils sont là aussi pour le surveiller. Et notamment dans ses relations avec les personnes de l'autre sexe. Parce qu'on pense que le fils a peut-être hérité du côté vergalant de son père. Voilà. Alors, Franz ne peut pas rejoindre sa vie de garnison à cause de sa santé. Donc il est cantonné dans son petit secteur. Et pourtant, en Belgique, en novembre 1830, la Belgique fait sécession avec les Pays-Bas, parce que jusque-là, les Pays-Bas dominaient la Belgique. Donc la Belgique se cherche un souverain, finalement. On parle du duc de Reichstadt. Bon, mais ça ne va pas plus loin. De toute façon, Franz est fidèle à la recommandation de son père, du moins dans les mémoires qu'il a rédigées. Recommandation, c'est qu'il était né prince français et qu'il ne pouvait donc pas devenir roi d'un État étranger, autre que français. Novembre 1830, le royaume de Pologne se soulève contre le tsar Nicolas Ier, qui était roi de Pologne. On a vu tout à l'heure la Pologne. Et dans Varsovie, qu'est-ce qu'on crie? On crie « Vive Napoléon, roi de Pologne !» Et on fait des images, enfin des dessins où on le représente vêtu du costume polonais, du costume local. Il y a même son portrait sur des chopes de bière. Oui, des pipes.
aussi, avec son image. Alors, c'est vrai qu'il serait assez tenté d'aller se mettre au service de ce peuple qui a beaucoup fait pour son père. Son père a beaucoup fait aussi pour la Pologne, hein, Marie Walewska. Bon, mais cette idée tourne court, elle ne fait pas, son chemin s'arrête là. La Grèce a été libérée du joug de l'Empire ottoman, donc de la Turquie. Le trône du jeune royaume grec est vide. On cherche un souverain. Donc on pense à France. Marie-Louise est assez favorable à cette idée. Metternich reste sourd à tous les arguments de l'ex-impératrice. Et Metternich affirme que Athènes n'est pas digne de Napoléon II. Fermez le banc, il n'y a rien à voir. L'Italie se soulève à son tour en 1831. Alors évidemment, de quel côté regarde-t-on? Du fils de Napoléon. Napoléon, roi d'Italie, le fils, anciennement roi de Rome. On crie Napoléon II, roi d'Italie. Parce que Napoléon, c'est un symbole pour l'Italie, même si tout n'a pas été parfait. Bon. Là encore, ça tourne court, parce que l'Autriche n'est pas d'accord, les alliés de l'Autriche non plus, il faut absolument maintenir l'Aiglon dans sa cage, même si c'est une cage dorée. Donc il reste à l'écart de tous les événements, enfin on le tient à l'écart des événements européens. Donc finalement, il aurait pu tout avoir, il n'a rien. Metternich veille, les grandes puissances alliées y veillent aussi. Metternich déclare alors, une fois pour toutes, exclu de tous les trônes. Point final. Il est prisonnier, il n'a plus qu'à se résigner, il n'a plus qu'à s'amuser, il n'a plus qu'à mourir. Acte 4, les ailes brisées, puis fermées. 25 janvier 1831, Franz fait enfin son entrée dans le monde. Il n'a jusqu'ici connu que les salons de la Hofburg. Sa première apparition se fait, ironie d'histoire, chez l'ambassadeur d'Angleterre. Quel symbole! Il fait sensation. Et son ami Prokech écrit « Il était rayonnant de beauté et de jeunesse. Le ton de son visage, le pli mélancolique de la bouche, son regard pénétrant et plein de feu. Alors, il danse au son des valses de Strauss et de Lanner. C'est Strauss père, hein? Le regard d'un œil intéressé, je dirais même d'un œil gourmand. Et il s'éprend de la jolie Nandine Karolyi, née princesse Kaunitz, qui est un modèle d'élégance. Il va au théâtre avec elle, avec des amis, il s'étourdit. Ce même 25 janvier, il rencontre pour la première fois le maréchal Marmont, qui a trahi Napoléon, duc de Raguse, Ragusé, trahir, hein, vous vous souvenez. Et Marmont a reçu l'autorisation de Metternich de s'établir à Vienne après la révolution qui a éclaté en France. Et Metternich autorise Marmont à rencontrer Franz, c'est diabolique. Et Metternich dit à Marmont, parlez au duc de Reichstadt de son père, nul ne peut le faire mieux que vous. C'est ambigu. Alors, Franz dit à Marmont, je ne veux voir en vous
que le premier compagnon d'armes de mon père, et non pas le traître. Marmont donne à Franz 17 leçons. Il raconte tout ce qu'il a vu et retenu de l'empereur. Et c'est donc toute l'épopée napoléonienne qui va déferler sur Franz, qui va souffler sur lui comme l'air du large. Et jamais son père ne lui a paru aussi présent qu'à l'évocation que lui en fait Marmont. Je pense que Marmont a tenu à se racheter. Et à l'issue de la dernière séance, Franz donne à Marmont ce portrait qui a été peint par Daffinger, qui est un peintre autrichien. Mais Franz étouffe à Vienne, il a besoin d'espace, de voir loin, de voir haut. Et quand le temps le permet, il gravit à cheval les rudes pentes de la Wienerwald, la forêt viennoise, et de là-haut, il contemple la plaine, et le soir, il est jeune, hein, il court à un rendez-vous avec la comtesse Nandine Caroli, ou avec une autre. Alors, Prokesh lui reproche de se perdre dans ses amours légères, et il dit à Franz, pensez à votre avenir. N'allez pas vous perdre comme ça avec ces créatures indignes, que sont les femmes. Bon, je ne sais pas s'il a dit ça, mais enfin, ça devait être à peu près ça. Et Franz lui répond, vous oubliez mes techniques. Ah oui. Alors, ces soldats l'adorent. Et un jour, lorsqu'il les passe en revue, il le voit si beau, si grave, si martial, qu'ils ne peuvent s'empêcher de l'applaudir, ce qui est tout à fait contraire au règlement. Ils doivent se maintenir une discipline même très stricte. Et les officiers dont j'ai parlé, les 3 officiers qui composent la maison militaire de Franz, sont plus des geôliers que des officiers, enfin dignes de ce nom. Mais peu lui importe. Il tire un trait là-dessus, ce qui lui est essentiel, c'est de commander ces hommes et d'en être aimé. Pendant l'été, le choléra s'abat sur Vienne. Enfin, sur l'Europe. Vienne n'est pas épargnée. Donc Franz doit rentrer à Schönbrunn et quitter la caserne où il logeait. Et à Schönbrunn s'est réunie la famille impériale. Il a maigri. Sa voix s'est affaiblie. Ses yeux sont brillants et creux. Dietrich Staline, affolé, avertit Marie-Louise. François se soigne, en apparence guéri. Il repart pour la caserne. Il multiplie les imprudences. Il sort. Il papillonne. Plusieurs noms de jolies femmes sont cités. On ne prête qu'aux riches. Et Nandine semble d'ailleurs oubliée. Il y a dû y en avoir d'autres. Il finit par se réfugier dans sa tendresse pour sa cousine Sophie de Wittelsbach. Sophie de Wittelsbach est mal mariée à l'archiduc François-Charles. Vous aurez une généalogie après. Ce François-Charles, vous allez voir, n'a aucun don, ni au plan physique, ni au plan intellectuel. Il est d'aspect insignifiant. Sa tête est un peu disproportionnée. Et il donne l'impression qu'il est simple d'esprit. La politique ne l'intéresse pas, son unique intérêt est la chasse. Sophie aurait porté à Franz une amitié très tendre, et si l'on en croit l'historien Octave Aubry, elle ne lui aurait même rien refusé. Le bruit a même couru que Maximilien, futur empereur du Mexique, au destin tragique aussi, et bien que Maximilien serait le fils de l'Aiglon. Et Maximilien, c'est l'un des frères de François-Joseph. François-Joseph qui deviendra empereur, comme vous le savez, en 1848, grâce à l'énergie de sa mère, cette Sophie superbe que nous avons eue tout à l'heure,
cette Sophie de Wittelsbach, donc mère de François-Joseph, le poussera sur le trône. Et cette Sophie de Wittelsbach, bien sûr, vous avez fait le rapprochement, ce sera la belle-mère de Sissi. Tout ce petit monde, vous voyez, on trouve toujours les mêmes. Hein. Alors, voilà un portrait de Maximilien, frère cadet de François-Joseph, qui est en empereur du Mexique. Et après, vous avez Sophie avec sur les genoux François-Joseph, hein, qu'elle poussera sur le trône. Très beau portrait aussi. Et vous avez après, Sissi, voilà, la jeune et superbe Sissi. Et voilà, la généalogie. Donc vous avez François Ier d'Autriche, le père de Marie-Louise. Vous avez François-Charles, le disgracieux personnage qui aurait de devenir empereur et qui a abdiqué en faveur de son fils François-Joseph, dont la mère était Sophie de Wittelsbach. Et après, vous avez François, Maximilien, Charles, etc. Voilà. On a toujours du mal à s'y retrouver dans les généalogies. L'histoire des amours, soi-disant, entre Sophie et l'Aiglon, moi je n'y crois pas du tout. Bon, j'étais pas présente, hein, vous allez me dire, c'est sûr. Mais les historiens non plus, enfin, contemporains. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a voué à l'Aiglon une tendresse, je dirais, romantique et maternelle. Elle l'a assisté dans ses derniers moments, elle a communié avec lui avant qu'il ne meure. Sophie avait trop conscience de son rang de Habsbourg, elle avait trop d'ambition, sinon pour elle-même, du moins pour son fils François-Joseph. Ça lui a évité, à mon avis, de trébucher. Parce que si elle avait trébuché, elle perdait tout. Ça se serait su et tout s'écroulait. Donc, amitié, enfin, amour maternel, oui. Amour romantique, oui. On a même dit que Metternich, pendant qu'on est dans les rumeurs, aurait fait empoisonner l'Aiglon. Bon, moi je ne crois pas. Pourtant, c'est pas un cet homme, hein, Metternich, mais non. Enfin, c'est pas exclu, mais enfin, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, la santé de l'Aiglon se dégrade. Il est soigné pour des maux de ventre. Bon, il est mal soigné. Il faut dire les choses comme elles sont. Et il est désespéré. Et il va faire écrire à sa mère par Dietrich Stein. Alors voilà, le docteur Malfatti qui le soigne très mal. Alors, Marie-Louise ne vient pas. Elle est enceinte. Alors, de quelqu'un qui n'est plus ni père, il est mort, et de quelqu'un qui n'est pas encore le comte de Bombelle, qu'elle épousera par la suite, qui sera son troisième mari. Et comme chaque fois, elle cache sa grossesse à sa famille et surtout à son fils. Le 22 mai, Franz revient à Schönbrunn. On l'installe au premier étage, dans l'aile droite, dans la chambre où Napoléon a dormi après Austerlitz, en 1805. Et où il a dormi aussi avant Wagram, en 1809. Tous les souvenirs reviennent à la mémoire du jeune Franz. Et ça lui revient comme une nausée. Il ne peut même plus gravir le vaste escalier du château. Il fait très chaud, il a froid. Il se couvre jusqu'aux épaules de son manteau ou de sa robe de chambre. Il ne veut voir personne. Il tousse. Il est inondé de sueur. Il étouffe. Les médecins parlent d'un hiver à Naples qui pourrait le rétablir. Et ses officiers disent il n'y aura pas d'hiver à Naples. Il n'ira pas jusque-là. De toute façon, on ne l'aurait pas autorisé à partir. Bientôt, le 12 juin, il crache ses poumons décomposés. Nouvelle crise le 22 juin. Il se sent brûlé de l'intérieur. Sa poitrine est enflée. Il a soif. Il me faudrait boire toute la mer, dit-il. Le 24 juin, sa mère arrive de Venise. Elle a un choc en le voyant. Il n'a plus la force de donner
ni de recevoir de l'amour. Le 9 juillet, il ne peut plus descendre au jardin. Le 12 juillet, il ne peut même plus rester assis. Il dit « je me meurs ». Le 14 et le 15, il étouffe. Le 16, il perd la voix et reste 2 jours dans le coma. Le 19, il se réveille pour penser à l'Italie. Et il ne sait pas que les officiers de sa maison militaire se sont déjà partagés ses voitures et ses chevaux. Le 21, respirer devient un effort insoutenable. La mort, dit-il, je veux la mort. Et il constate amèrement, ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Mon père a eu la gloire, je n'ai eu que la gloriette. Il est seul. La nuit tombe. Il y a juste le valet Lambert qui appelle au secours. Je m'en vais, dit Franz. Le valet sonne. Ma mère. Appelez ma mère. Enlevez la table. Je n'ai plus besoin de rien. Ses yeux ne voient plus. C'est le noir. Son cœur bat. La famille impériale est arrivée dans la chambre. On sanglote. On lit des prières. Le 22 juillet, à un peu plus de 5 heures du matin, le cœur s'arrête. Voilà. Et dans son agonie, il a serré si fort une alouette huppée qu'il avait apprivoisée. Il l'a serrée si fort qu'elle meurt étouffée dans sa main. Elle a été naturalisée et elle a été conservée en souvenir. On la voit à Schönbrunn. Le cœur de son père s'était arrêté d'eux-mêmes 11 ans auparavant, au crépuscule, mais sous les tropiques. Après l'autopsie, c'est le rituel funéraire qui est appliqué à la cour d'Autriche. Le cœur est placé dans un vase pour être gardé dans la crypte des cœurs qui se trouve dans une petite chapelle de l'église des Augustins. L'église des Augustins est juste derrière. Laufbourg, c'est là que François-Joseph et Sissi se sont mariés. Donc c'est la petite chapelle en question. Et on accède à la petite pièce, à la crypte des cœurs, par une porte en fer que vous avez sous la Croix-Rouge, qui se trouve à gauche de l'autel. Et là, vous avez les cœurs des 54 Habsbourg qui sont conservés dans des urnes qui sont remplies d'alcool et qui sont placées sur plusieurs rayons semi-circulaires. Et l'urne du duc de Reichstadt est décorée d'un ruban tricolore français. Moi, j'ai eu la chance d'entrer, c'est une chance inouïe, d'entrer dans cette crypte, parce que en entrant dans l'église des Augustins avec des amis, j'ai aperçu un prêtre, d'ailleurs, un beau garçon. Hein, j'ai dit, c'est vraiment gâcher la marchandise, pardonnez-moi. Bon, donc, j'ai essayé de lui expliquer, dans mon allemand approximatif, pourquoi on était là, qu'on aimerait voir la chapelle et surtout l'urne. Bon, il a dit, suivez-moi. Et on l'a vu, mais je vous assure que c'est émouvant. Et les viscères, voilà, les viscères de Franz sont enfermés dans une boîte métallique qui, elle, est dans la crypte de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Et le dernier des Habsbourg à avoir subi ce rituel un peu quand même spécial, c'est le père de François-Joseph qui mourra en 1878. Le duc est revêtu de son uniforme blanc de colonel de régiment d'infanterie d'assaut. Metternich a dit « Remettez-lui son uniforme blanc, son uniforme autrichien. » Jusque-là, hein, jusqu'à la mort. Donc, il a été présenté au public
dans un cercueil habillé de velours rouge et sur une table recouverte d'un drap noir, dans le salon des lacs que vous avez sous les yeux, qui est magnifique. Le corps a été transporté la nuit à la chapelle de Lavebourg, où il a été veillé. Et devant le catafalque étaient présentées ses armes, ainsi que l'urne contenant son cœur et celle contenant ses entrailles, avant qu'elle ne soit, comme je l'ai dit, mise en lieu sûr. Une foule nombreuse a défilé, malgré l'heure tardive, a défilé pendant quasiment toute la nuit. Et le 27 juillet 1832, selon le cérémonial ancestral prévu par le protocole, Napoléon II est descendu dans la crypte des Capucins, où sont enterrés des dizaines et des dizaines de Habsbourg. Et sur le cercueil, il y a une plaque qu'on ne voit pas là, avec une inscription en latin, que je vous traduis, à la mémoire éternelle de Joseph Charles-François, duc de Reichstadt, fils de Napoléon, empereur des Français, et de Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, née à Paris le 20 mars 1811, au berceau, a été salué du nom de roi de Rome. Eh bien, cette fois, maintenant que Napoléon est mort, maintenant que Napoléon II est mort, on a osé parler du père, empereur des Français, et on a osé donner à Franz son titre de roi de Rome. On ne risquait plus rien maintenant. Tous les deux sont morts. Et ainsi, pensait-on, le nom des Bonaparte était effacé du monde à tout jamais. Mais il y aura Napoléon III. On ne le savait pas. Alors, bien plus tard, Hitler, qui était soucieux d'améliorer son image aux yeux des Français, eh bien, Hitler a décidé en 1940, alors que Paris est occupé, et il a décidé du rapatriement de l'Aiglon en France. Une cérémonie funèbre et nocturne a eu lieu aux Invalides dans la nuit du 14 au 15 septembre 1840, devant une assistance évidemment triée sur le volet, comme vous pouvez l'imaginer. Le cercueil de l'Aiglon a été recouvert d'un drapeau tricolore, là c'est en noir, vous imaginez le tricolore, et a été placé près du tombeau de son père, en portant l'inscription « Napoléon II, roi de Rome ». Et le 18 décembre 1869, l'Aiglon est déplacé de la crypte pour être placé sous une dalle, que vous avez là, une dalle de marbre. Et le tombeau du fils est dominé par une statue représentant Napoléon Ier, un empereur romain. Donc, Napoléon Ier, en dessous, son fils, grâce à Hitler. Mais à l'époque, dans la hâte, on a oublié, par ignorance, ou volontairement, je ne sais pas, on a oublié de rapatrier, si je puis dire, le cœur et les entrailles, qui sont toujours à Vienne. L'Aiglon n'est pas complet, si je puis dire. Oui. Alors, pour terminer ce tragique destin, son côté tragique ne vous a pas échappé, je vais m'autoriser une adaptation de quelques vers de Lamartine. De toute façon, il n'est plus là pour me sanctionner. Adieu, enfant déchu d'une race divine. Tu as porté sur ton front ta superbe origine. Tout homme qui t'a vu a reconnu dans tes yeux un rayon éclipsé de la splendeur des cieux. Je vous remercie, nous vous remercions.
sont remarquables. Bravo. Mais j'ai un diaporama man aussi exceptionnel parce que on est en parfaite harmonie. Alors,